Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir sur le plateau, Monsieur Mohamed Lotfi Mrini, vous êtes secrétaire général du ministère de la Culture. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moustapha Chaki, vous êtes secrétaire général de l'association Casa Mémoire, dont vous avez été le président de 2003 à 2007. Et enfin, Ahmed Skounsi, vous êtes anthropologue, chercheur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Les journées du patrimoine de Casablanca, dans sa 8e édition, se déroulent tout au long de cette semaine. En effet, les Casablancais ont jusqu'à dimanche pour découvrir les joyaux architecturaux de la ville à travers une riche programmation. Les Herbati ne sont pas en reste et seront également à l'honneur dans quelques semaines lors des journées du patrimoine de Rabat Salé. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur les richesses matérielles et immatérielles de notre pays. Comment définit-on notre patrimoine? Que se passe-t-il durant ces journées du patrimoine? Pouvons-nous avoir une estimation de la richesse culturelle du Maroc? Et quels sont les efforts des différents acteurs pour préserver le patrimoine marocain de toutes les formes de détérioration et de pillage? Patrimoine, l'histoire en héritage, c'est le titre de l'émission de ce soir. Un patrimoine culturel riche et diversifié. Une fierté pour le Maroc qui dispose de plusieurs sites chargés d'histoire, des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vieille Médina de Fès avec son architecture remarquable, ses mosquées, palais et médersa, l'ancienne Médina de Meknès riche en monuments historiques distingués, la vieille ville de Tétouan qui était le principal point de jonction entre le Maroc et l'Andalousie, sans oublier le Qsr d'Aït Haddo, il y est l'ancien Soudan à Marrakech au XIe siècle. L'ancienne Médina de Marrakech s'impose et le regorge d'histoire et de chefs-d'œuvre de l'architecture et de l'art. Le site romain de Volubilis témoigne également de la richesse du patrimoine du royaume. L'UNESCO a consacré aussi la Médina d'Essaouira, l'ancienne ville d'El Jadida et Rabat, la capitale du Maroc qui reflète diverses périodes historiques. Pour préserver le patrimoine, il faut collecter, conserver et exposer des objets dans un souci d'enseignement et de culture. C'est le rôle des musées. Ils sont 15 au Maroc, sans compter le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, inauguré le 8 octobre 2014 par le souverain, un lieu de culture qui a nécessité près de 10 années de travaux. Parmi les mesures prévues par la loi de finances 2016, une augmentation de 9% des crédits d'études dédiés au secteur sauvegardé, aux aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, mais aussi aux révisions de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage. Les efforts se multiplient pour garantir le développement du secteur. Un événement culturel se déroule à Casablanca pour mettre à l'honneur la métropole. La 8e édition des Journées du patrimoine de Casablanca propose de découvrir les témoignages architecturaux de la ville et c'est à travers une riche programmation de visites guidées, conférences et animations diversifiées. Les participants à l'édition 2016 s'expriment à travers plusieurs arts, photographie, graffiti, littérature, art culinaire et musique. Tout y est pour traduire la diversité culturelle et la richesse du patrimoine casablancais. Le patrimoine, c'est ce qu'on transmet aux générations futures. Notre propos ce soir, ça va être de savoir de quelle manière nous préservons ce patrimoine à l'occasion des journées du patrimoine de Casablanca et des futures journées également de Rabat Salé. Mohamed Lotfi Mrini, vous êtes secrétaire général du ministère de la Culture. Alors avant qu'on parle du patrimoine, c'est vrai qu'on peut encore avoir une notion du patrimoine qu'on peut avoir au niveau individuel, au niveau familial, c'est ce qu'on transmet, c'est ce qu'on amasse au cours de sa vie pour pouvoir le transmettre à ses enfants à l'échelle d'un pays et à l'échelle de notre pays. Le concept de patrimoine, est-ce qu'on l'a défini clairement? Absolument, merci d'abord pour l'introduction. J'aime à dire souvent que le Maroc est une puissance patrimoniale mondiale. C'est une réalité qui est reconnue à l'extérieur des frontières du Maroc. Mais je pense que pour nos concitoyens, on a tellement intériorisé l'existence de ce patrimoine qu'on ne le voit pas comment il devrait être vu. Le Maroc est riche d'un héritage commun qui est fait d'une panoplie de types de patrimoine, qu'il s'agisse du patrimoine matériel ou immatériel. Donc le matériel,
Vous avez bien sûr les sites, vous avez les médinas. Nous avons 31 médinas au Maroc, chose qui est rarissime de par le monde de trouver des vieilles villes en aussi grand nombre avec des enceintes, des murailles et des traces des anciens. Nous avons des sites archéologiques, nous avons des sites historiques de grande valeur, des demeures palatiales, des Qsba et des Qsor par milliers, les greniers collectifs, il y en a par 150, les sites rupestres, plus de 300. C'est dire cette richesse, cette diversité qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui impose aux décideurs, au pouvoir public, comme d'ailleurs aux collectivités territoriales, à la société civile, aux autres intervenants, y compris les universités, les écoles et tout ça, de se mettre ensemble, de se concerter pour travailler à la sauvegarde et à la valorisation. Par ailleurs, tout ce qui est immatériel, je pense au savoir-faire, au savoir, aux traditions orales, à l'art culinaire, à la fantasia, même à la façon de psalmodier le Coran, etc. Tout ce patrimoine immatériel qui est fait de la diversité, qui est fait de la pluralité des langues, avec toutes les composantes que nous avons au Maroc, avec toutes les affluents, qu'ils soient andalous, africains, européens, etc., font que nous avons une grande richesse. Cependant, cette richesse-là, ce patrimoine est menacé, parce qu'il est fragile. Alors justement, on parlera bien sûr quelle est cette fragilité, comment est-il menacé, qu'est-ce qu'on met en place justement pour le sauvegarder, Ahmed Skounsi. Est-ce qu'on a conscience de ce patrimoine, hein? Vous avez entendu parler Semrini. Est-ce que nous, Marocains, que ce soit la société ou que ce soit les autorités, que ce soit les gouvernements successifs, on a pris conscience de l'ampleur de ce patrimoine qui souvent nous est reflété par l'extérieur plus que par nous, Marocains, à l'intérieur de notre royaume? Oui, effectivement, oui. Je pense qu'il y a une sorte de conscience aiguë au niveau, qu'on remarque au niveau de nos concitoyens. Mais il est surtout exprimé au niveau du langage. Tout le monde est d'accord pour dire que le Maroc est riche d'un patrimoine divers dont Semrini vient de rappeler des composantes essentielles. En même temps, quand on voit la façon dont ce patrimoine se présente, il y a une sorte de décalage entre cette vision qui amplifie, qui adhère à l'importance et à la richesse de ce patrimoine, et au niveau de l'action, sur le terrain, on a l'impression qu'il y a un décalage important entre les deux. C'est-à-dire entre le fait de dire, à chaque fois, nous Marocains, on affiche souvent cette fierté de dire qu'on a ce patrimoine, mais finalement on a l'impression que c'est juste des paroles et que derrière, on n'a pas les actions concrètes pour le mettre en valeur. Enfin, je vous poserai la question comme ça, c'est un peu orienté, mais c'est un peu ce que je pense, mais je vous laisserai commenter ça. Moustapha Chakib, justement, on a pris comme occasion cette semaine, hein, les journées du patrimoine de Casablanca. Ça fait partie de ces moments-là qui sont importants pour justement mettre en valeur, remettre le curseur, remettre le doigt sur le patrimoine. On en est qu'à la 8e édition, c'est jeune, hein, quand même, c'est pas très vieux. Ça a permis de mettre en valeur ce patrimoine. Vous avez senti un retour? Oui, tout à fait. La première édition, ça a été en 2009 et ça a duré une seule journée. Là, on est à la 8e édition et ça dure une semaine, du 28 mars au 3 avril. Et on a de plus en plus d'intérêt de la part de la population casablancaise ou même marocaine. On reçoit des gens d'autres villes qui viennent pour le week-end à Casablanca faire les visites, etc. Nous sentons ce regain d'intérêt par les chiffres. Par exemple, en 2015, nous avons reçu 7000 élèves des établissements scolaires et 15 000 visiteurs pendant les 3 jours. Vendredi pour les enfants, pour les scolaires, samedi, dimanche pour tout le monde. Donc d'année en année, nous sentons un regain d'intérêt des gens qui veulent visiter la wilaya,
le tribunal, la Banque du Maroc, le quartier des Habous, Haï Mohammadi, les abattoirs. Nous avons mobilisé, nous avons 250 guides bénévoles qui seront mobilisés pendant ces 3 jours, de 10h du matin à 17h. C'est des journées qui demandent 8 mois de préparation. On commence depuis l'été à former ces 250 guides bénévoles qui viennent entre midi et 2, qui viennent le week-end, être formés par les cadres de Casa Mémoire. Et d'année en année, on a plus de demandes de guides bénévoles qui veulent être formés et se consacrer à ces 3 jours pour leur ville, Casablanca. Nous sommes vraiment très fiers du déroulement de ces... Alors qu'est-ce qu'on voit pendant ces journées du patrimoine? Parce que ça me permettra de poser la question. On va diviser, parce que c'est vrai que les journées du patrimoine, c'est surtout le patrimoine architectural, mais il n'y a pas que ça. On pourra élargir à tout autre type de patrimoine. Notre patrimoine architectural, et notamment Casablanca, on a fait beaucoup d'émissions sur Casablanca, que ce soit le centre-ville de Casablanca et l'héritage architectural de l'ère coloniale, de l'époque coloniale. Est-ce qu'aujourd'hui on a assez de matière pour expliquer? Justement, vous dites qu'il y a beaucoup d'élèves, 7000 élèves. Est-ce que c'est assez finalement, 7000 élèves? Je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 200 classes à peu près sur Casablanca. Vous dites qu'il y a un regain. On arrive à capter suffisamment l'éducation à ce niveau-là? Alors c'est l'occasion pour que tout le monde sache qu'on a un problème de transport de ces élèves. Nous accueillons que les élèves d'établissements scolaires qui disposent de bus. Nous avons essayé de collecter d'autres fonds pour mobiliser ce qu'on a fait l'année dernière. Vous êtes en train de me dire que c'est essentiellement des écoles privées? Malheureusement, oui. Cette année, malheureusement, oui. L'année dernière, on a pu faire déplacer 2000 élèves de l'Haouïen, de Titmilil, de Mdiouna, avec d'autres associations. On a pu trouver le financement pour le transport. Cette année, nous avons tapé aux portes. On n'a pas pu... On est une association, donc on n'a pas pu mobiliser du transport pour ces élèves. Sinon, on aurait peut-être eu 15, 20 000. C'est des établissements qui disposent de transport. Simolini, vous supportez ce genre d'action? C'est-à-dire que là, ce point-là, c'est pas un point de discorde, mais c'est quand même dommage qu'on ait, même dans cet accès à la lecture du patrimoine, à la culture, on ait cette ségrégation qui se fait de fait par les moyens? En fait, je pense que le cas de Casablanca est particulier. Dans sa généralité, les sites du patrimoine du Maroc, qui sont gérés par le ministère, reçoivent à peu près 2 millions de personnes par an. Et l'accessibilité est offerte aux Marocains gratuitement le vendredi, avec des prix dérisoires pour les jeunes des classes, des écoliers, etc. À Casablanca, vous avez la densité de la population et vous avez des sites qui ne sont pas accessibles forcément. Ce qui fait que l'action méritoire de Casa Mémoire, comme celle de Rabat Salé Mémoire, est intéressante, mais elle ne joue pas sur le nombre. On ne peut pas jouer sur le nombre. Ce qu'on identifie dans les autres villes ne se passe pas à Casablanca, là où il y a des sites qui sont ouverts et où les écoles y vont, y compris les écoles publiques et même des campagnes. Même je peux vous dire qu'à Challa, comme Al-Bdi', Challa, moi j'ai trouvé des jeunes gens de Tifelt et Al-Bdi', des régions rurales. C'est dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, les Marocains ne se sont pas encore appropriés leur histoire, leur mur. Hein? Moi, il me fait toujours mal lorsque je circule à Salé, par exemple, et que la majorité des gens de Salé ne savent pas que la muraille a été construite par tel, au Koubrj de Mouh, a servi aux corsaires, aux femmes de corsaires pour dire au revoir aux leurs. Il y a une richesse dans l'histoire de ce pays-là, dans les traces que cette histoire a laissées, qu'elle provient des Carthaginois, des Romains, de la période islamique ou des empires marocains, que nous devons travailler pour que les jeunes Marocains, que les générations futures puissent s'en approprier et en être fiers. Et lorsque j'ai dit que nous étions une puissance mondiale, cela ne se traduit pas dans les faits, dans la conscience des jeunes. Et c'est pourquoi je salue le travail formidable que fait Casa Mémoire et d'autres associations
elles sont très peu nombreuses. Au ministère, nous avons un projet pour soutenir un projet de subvention pour soutenir les projets qui sont déployés par ces associations. Il y en a certaines qui sont nos partenaires, notamment Casa Mémoire, Rabas Saleh Mémoire, l'association des étudiants, des anciens étudiants de l'INSAP, etc., et qui reçoivent des subventions. C'est très peu. D'abord en termes de nombre d'associations qui travaillent sur la mémoire ou qui travaillent sur le patrimoine, et en termes d'envergure. Et pour ça, je pense que si on n'a pas au sein même du cursus scolaire des cours qui sont réservés au patrimoine avec des sorties sur le terrain qui font partie des cours, et s'il n'y a pas une mobilisation de la société civile, on va encore être loin de cette appropriation. Et c'est un enjeu qui est très important pour notre pays, pour que les jeunes puissent s'imbiber de ce qu'ils sont, ce qui fait qu'ils sont des Marocains, de leur identité. C'est pas des ruines. Est-ce que ça revient, je pose la question notamment, on prend l'exemple de Casa avec les journées du patrimoine. On a souvent tendance à dire que le centre-ville de Casa, c'est un musée à ciel ouvert. Il suffit de lever la tête et de voir tous ces bas-reliefs, tous ces ornements, l'art déco, etc., qui malheureusement souvent sont dans des états déplorables. Ça coûte cher. Je reviens juste sur cette accessibilité. Est-ce que, je veux dire, à part le transport, l'encadrement avec des guides et faire encadrer des classes en marchant sur le trottoir pour leur expliquer voilà tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble, ça coûte cher ça, on a du mal à trouver du financement aujourd'hui? Non, à Casa Mémoire, on a des subventions publiques, bien sûr, heureusement qu'il y a le ministère de la Culture, il y a d'autres organismes publics, mais sans les entreprises privées qui nous sponsorisent, on n'aurait pas pu tenir nos journées du patrimoine. C'est-à-dire, durant toute l'année, on a une équipe opérationnelle de 8 personnes qui travaillent à longueur d'année, plus pour les formations. C'est un budget fonctionnement et un budget qui chiffre un peu. Pour ne rien vous cacher, on est une association qui tourne avec un budget aux alentours de 3 millions de dirhams. Et pour les rassembler, c'est 12 mois sur 12 qu'on est à la recherche de partenariats et heureusement qu'il y a la ville de Casablanca, le ministère de la Culture et d'autres établissements publics qui Alors, on voit bien la difficulté qu'il y a, encore une fois, pour parler d'accessibilité. Fikri Ben Abdallah vient d'arriver sur le plateau. Vous êtes président de l'association Rabas Saleh Mémoire. Merci de nous avoir rejoints. Donc, on a les deux associations, de la capitale économique et de la capitale du royaume. On parlait justement de la journée, des journées du patrimoine de Casablanca et de la manière avec laquelle ça permettait de rendre accessible, finalement, le patrimoine architectural, et malheureusement qui n'était pas accessible à tout le monde. Je parlais d'un niveau scolaire à tous les élèves. Est-ce que c'est le même cas à Rabat? Vous arrivez à intéresser la population, intéresser les jeunes, intéresser les écoles? Oui, je pense que de plus en plus nous nous inscrivons dans une dynamique qui touche à mon sens sur le plan institutionnel, sur le plan de la sauvegarde de la mémoire, sur le plan de la sensibilisation du grand public et par-delà les générations futures, et quand on les prend naturellement au seuil de la vie, à savoir à l'école et bien au-delà, je pense qu'il y a une véritable conscience qui aujourd'hui se traduit par l'adhésion des établissements scolaires, qui se traduit notamment par cette belle expérience de nos amis et tuteurs de Casa Mémoire. Et il est évident que tout cela doit s'inscrire dans la prise de conscience très forte qui est dédiée aujourd'hui par les pouvoirs publics à la pérennisation de la mémoire, notamment à travers ses valeurs bâties, c'est-à-dire à travers les expressions aussi bien rurales que citadines. Et il n'y a qu'à mesurer le niveau d'investissement qui est celui
des organismes ou des structures étatiques comme le ministère de la Culture, et qui aujourd'hui touchent, notamment à travers l'action aussi du ministère de l'Habitat, qui touche aujourd'hui à des pans entiers de sites anciens et de bâtiments emblématiques qui font l'objet d'un soin nouveau et qui devrait, selon notre conception de l'avenir et notre espoir, s'amplifier, parce qu'il y a loin entre les valeurs, et ceci est un paradoxe lié, qui est une réalité très dure pour notre pays, il y a loin entre l'intensité du patrimoine dans ses multiples facettes matérielles et immatérielles, et puis les moyens mis en œuvre à ce jour sur ce registre en termes de pérennisation, d'action directe sur le patrimoine. Mais l'espoir fait vivre et nous sommes là pour animer, entretenir cette flamme. Alors, Ahmed Skounti, je vais vous poser une question que je vais vous poser à tous. Pour léguer un patrimoine, pour le préserver, il faut déjà le connaître. Est-ce qu'on le connaît? Alors là, on en a tracé les grands contours, mais le connaître, ça veut dire l'inventorier, le répertorier, mettre des priorités, pouvoir lui assigner une date, une histoire qui vont permettre de le transmettre. Est-ce qu'on a aujourd'hui un observatoire? Est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens, des hommes qui sont là pour répertorier tout ce patrimoine? Je parle déjà du patrimoine matériel. Après, le patrimoine immatériel, ça sera autre chose. Vous avez tout à fait raison. Pour s'occuper véritablement d'un patrimoine, il faut le connaître, il faut l'inventorier, il faut le recenser. Sans cette connaissance, il n'est pas possible de mettre en place des politiques publiques. Notre connaissance du patrimoine aujourd'hui est importante, mais force est de constater qu'elle est à la fois insuffisante et lacunaire. Insuffisante parce que la masse critique n'a pas encore été atteinte, aussi bien au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Lacunaire parce que elle est liée aux compétences dont nous disposons. Il suffit de rappeler que le seul département ministériel qui dispose d'un établissement de formation est le ministère de la Culture, qui a créé l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine en 1985. C'est la seule institution où il y a des départements d'archéologie, toutes spécialités confondues, préhistoire, antiquité, archéologie de l'époque islamique, anthropologie, muséologie, donc des sciences qui permettent justement d'accumuler cette connaissance. En dehors de l'Institut des sciences de l'archéologie et du patrimoine, il n'y a pas grand-chose. Dans les universités, il n'y a pas de département d'archéologie. Il y a des départements d'histoire, mais l'enseignement et la formation restent livresques. Donc il y a un effort à faire au niveau de la formation. Si on veut connaître ce patrimoine, il faut diversifier les champs de la formation, ouvrir des formations dans les universités, permettre aux jeunes qui s'intéressent au patrimoine de s'inscrire dans ces filières qui sont très importantes, et encourager également la recherche scientifique. L'Institut des sciences de l'archéologie et du patrimoine, avec le peu de moyens dont il dispose et le peu d'enseignants, on est à peu près 25 enseignants-chercheurs dans cet institut, a accumulé une connaissance assez importante. Mais imaginons que dans les universités dont dispose le Royaume, il y ait des départements d'archéologie et des départements dédiés au patrimoine. On imagine bien que la connaissance va être rapidement accumulée et on va justement atteindre cette masse critique à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. Oui, je voudrais abonder dans le sens de Skounti. Le ministère de la Culture, qui a la tutelle du patrimoine, se trouve en face d'un énorme effort à réaliser. Nous avons plus ou moins 16 000 sites qui devraient être étudiés, qui devraient être inscrits ou classés. Il y a 3 phases dans cette opération. Il y a l'inventaire, et l'inventaire c'est un travail très lourd, parce qu'il ne suffit pas de prendre connaissance du site ou du lieu, mais encore il faut le travailler sur le plan historique et avoir des fiches, etc. Et puis il faut passer à l'inscription,
qui est une procédure parfois longue parce qu'elle intéresse plusieurs départements. Et elle permet d'avoir une première protection du site ou du bâtiment. Et dans une troisième phase, il y a le classement qui est une protection juridique définitive. Et depuis que le Maroc dispose d'une législation sur la protection du patrimoine, 1913, bien avant les Français, nous n'avons malheureusement classé jusqu'à ce jour, pendant un siècle, que 430 sites. C'est dire que les moyens dont nous disposons, les efforts que nous pouvons déployer, nécessitent un renforcement immédiat et très important. Travailler sur une région, sur une province, demande 3-4 ans de travail. Mettre en place des structures pour pérenniser des plans de gestion pour les médinats ou pour les sites eux-mêmes nécessite des moyens. Nous ne les avons pas aujourd'hui. Nous avons augmenté depuis 2012 la cadence des inscriptions et du classement. Nous en sommes à 60 sur les 3 dernières années. Nous en avons 60 en cours. Donc on a pu multiplier par 3 l'effort qui est réalisé, mais ça reste très en deçà des besoins. Parce que sur Casablanca, pour prendre un exemple, il y a 1200 sites sur Casablanca. Ceux qui sont classés, il n'y en a pas une quarantaine. Et dire donc qu'il y a une urgence, à ce que l'on soit doté de moyens humains et financiers pour faire face à cette attribution qui est très importante. Alors justement, au niveau de Casablanca, quels obstacles, vous nous dites 1200, plus de 1200 sites répertoriés, mais à peine, combien? 40 qui sont classés. Quels sont les obstacles? Je poserai la même question au niveau de Rabat pour faire la différence ou pour faire la comparaison. Quels sont les obstacles aujourd'hui? On pourra aller sur des points précis. Hein. Il y a des constructions qui ont défrayé la chronique. On peut penser à l'hôtel Lincoln, on peut penser à beaucoup d'autres édifices. Aujourd'hui, quel est le problème? Pourquoi on n'y arrive pas? Alors, au-delà des moyens, est-ce qu'il y a une volonté? Parce que les moyens, il faut qu'il y ait la volonté derrière. On n'arrive pas à faire évoluer, on n'arrive pas à classer les édifices au niveau de Casablanca? Alors, moi, je crois que là, vous touchez un problème législatif. D'accord? Et je passe sous votre contrôle pour la loi, la refonte de la loi 2280 qui est en cours. Elle va permettre le classement par ensemble. Et on ne va plus réfléchir par bâtiment. Et ça, je crois que c'est une grande... C'est pas seulement ça, si vous permettez. Il y a un problème effectivement au niveau de la loi, c'est que le ministère de la Culture n'a pas la possibilité de l'autosaisine, c'est-à-dire de lui-même de constater qu'il y a un bâtiment ou un site qui est intéressant et qui pourrait devenir un patrimoine national. Ah bon? Et bien sûr, c'est ça le gros problème. Et ça doit venir de qui? C'est le devoir de la société civile, des collectivités territoriales, de tout un chacun, etc. Oui, encore la société civile. Parce qu'il y a des intérêts qui pourraient être contradictoires. Alors, nous avons la mission de préserver, de protéger, mais nous n'avons pas l'autosaisine. Bien sûr, on est en train de travailler sur la loi pour la changer, mais entre-temps, nous poussons les associations, nous les incitons, parfois ils travaillent même dans mon bureau, pour les inviter, et on le fait également avec les Wali. Vous devez faire respecter le code de la route, mais vous n'aurez pas les feux rouges. Alors, exactement. Ces associations, comme certaines autorités, sont très réceptives. Je peux vous dire par exemple que pour la région de Tanger, lorsque j'en ai parlé avec Monsieur le Wali de l'importance et de la nécessité de faire ce travail, eh ben, d'un seul coup, il m'a envoyé 85 dossiers. Ce qui est excessivement, je dirais, extraordinaire par rapport à la lenteur de l'arrivage des dossiers. Pour certaines associations qui travaillent dans certaines régions, pour certains qsba, etc., parce qu'il y a l'aspect local, de proximité, les gens ne veulent pas perdre un aspect de leur histoire locale, il y a des efforts qui sont entrepris. Mais, comme le ministère de la Culture n'a pas cette autosaisine, nous restons en attente des dossiers qui vont nous parvenir. Et les dossiers, ce n'est pas toujours évident, parce que l'association devrait faire un relevé topographique, délimiter les zones, etc. Et il y a des éléments qui peuvent manquer, et la procédure devient de plus en plus lente. Non seulement on ne reçoit pas suffisamment de dossiers, mais pour les compléter, cela peut prendre du temps. Alors c'est pourquoi je disais tantôt que les moyens aussi étaient importants
pour régler cet aspect des choses. On s'en rend bien compte. Vous savez, on fait une petite pause, on reviendra là-dessus juste après, parce que c'est quand même, vous l'avez dit, un point extrêmement important dans la préservation du patrimoine. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Si vous venez de nous rejoindre, on parle de notre patrimoine et de la manière avec laquelle on espère le préserver. Alors, j'ai appris quelque chose. Le ministère de la Culture ne dispose pas de l'auto-saisine, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous, de votre propre chef, dire, bah tiens, cet endroit doit être classé. Je découvre quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Ça pose. À Rabat, c'est le même problème. Excusez-moi. À Rabat, enfin bon, c'est le même problème sur le plan national. Mais je vais vous poser la même question que j'ai posée pour Casa. On a combien de sites identifiés et combien de sites classés? Écoutez. Pas suffisamment en tous les cas, parce que Rabat, à la différence de Casablanca, se caractérise par deux pôles avec des bâtiments majeurs, emblématiques, reconnus de tous, et puis des sédimentations du siècle dernier, et qui traduisent un ensemble de courants architecturaux extérieurs additionnés au patrimoine local. Et nous avons vécu avec l'autorité du ministère de la Culture 2 ou 3 situations où véritablement, eux comme nous, n'avions pas la main de façon très directe et très efficace pour arrêter des démolitions, pour procéder à des actions. Et il faut dire aussi que sur Rabat, nous avons eu, avec le ministère de la Culture, des réactions immédiates de la wilaya, qui a agi et qui a préservé. Mais ça n'est qu'un sursis à statuer. Nous ne sommes pas sortis de. Il y a un certain nombre de bâtiments qui sur Rabat sont menacés. Mais Rabat aujourd'hui vit une nouvelle réalité. C'est son classement au titre du patrimoine de l'UNESCO, et ce qui confère à la ville, à ses élus, à sa société civile, une toute autre dimension, une toute autre responsabilité. Acquérir ce statut n'est pas un statut aisé. D'abord aisé, et ensuite ça n'est pas ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'on peut le perdre si à Dieu ne plaise, le pays concerné, la ville ou sa représentation élue ou autre, n'active pas un certain nombre d'éléments qui sont contenus dans ce que l'on appelle un plan de gestion, et qui est communicationnel, qui est physique, qui relève de l'inventaire, qui relève de la sensibilisation, etc. Et juridique également. Naturellement, il faut un dépoussiérage, puisque c'est le sens même, le cœur de votre question. Le patrimoine, pour être valablement protégé, valablement inventorié, nécessite 2 actions qui vont dans une même direction, l'inventaire, la connaissance. Et là, il nous faut des compétences, ce que vous dites. Couplé naturellement à la sensibilisation, et par ailleurs un dépoussiérage en profondeur de cette réglementation pour qu'elle soit plus active, pour qu'elle soit plus immédiate, parce que les enjeux urbains sont énormes et parfois on est surpris par des situations où la démolition va son train, et des démolitions qui sont entreprises dans un cadre tout à fait légal. C'est-à-dire que l'opérateur agit de manière directe, sans parfois même que l'autorité ait la capacité ou le pouvoir d'arrêter l'acte de la démolition. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, je prends un exemple concret, je vais vous poser la question. C'est Skunsi, un promoteur, on dit souvent que les villes sont façonnées par les promoteurs aujourd'hui. Est-ce qu'on a la possibilité de bloquer un projet? Vous êtes archéologue? Non, vous êtes anthropologue. Mais bon, vous êtes à l'Institut d'archéologie. Est-ce que oui, c'est ça. Est-ce que, comme on peut voir par ailleurs, si on a un doute infime sur la présence d'un site archéologique, est-ce que la loi permet d'arrêter à un moment donné un chantier? Ça se passe à quel niveau? J'imagine que c'est très transversal, ça doit être avec l'agence urbaine, c'est quoi, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture? Par où on passe? À mon avis, cette question est liée à la précédente. Ouais. Elle est liée à la connaissance. Elle est liée à ce qu'on appelle l'Institut d'archéologie, la carte archéologique du Maroc. Cette carte archéologique est encore à ses débuts et elle est très lacunaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a des sites qui sont détruits sans qu'on sache voilà. Absolument. Il y a des sites dont on connaît l'existence par les textes et par toutes sortes de sources, et par le travail des archéologues de prospection sur le terrain.
Et il y a des sites dont on n'a pas connaissance et qui sont détruits, malheureusement, à l'occasion de travaux. Ou qui sont mis au jour. Ou qui sont mis au jour. Alors des fois, quand l'Institut, le ministère en général, est saisi de la découverte d'un site au cours de travaux, de façon tout à fait fortuite, les travaux sont arrêtés et une équipe d'archéologues est envoyée sur le terrain qui fait ce qu'on appelle une fouille de sauvegarde. Une fouille de sauvetage, pardon. Et cette fouille de sauvetage, parfois elle débouche sur la protection du site, mais parfois, malheureusement, elle ne peut pas l'empêcher. Il y a des cas où le tracé d'une autoroute, par exemple, a été définitif et n'a pas permis de contourner le site. Et donc, voilà, encore, on est dans les oppositions d'intérêts généraux des deux côtés et un arbitrage. Mais quand on est dans le cas d'un promoteur privé, là, il y a déjà eu des cas où, clairement, où on a réussi à arrêter parce qu'on a découvert, mis au jour, un site archéologique qui vaut la peine d'être préservé. On a réussi ensemble. Il y a des cas qui se sont présentés et on les traite au cas par cas. Mais à la base, il y a un problème. Tant qu'on n'a pas inscrit ou classé un site ou un bâtiment, on ne peut pas le protéger. Alors c'est pourquoi je disais que le plus qu'on inscrit et qu'on classe, le plus que la personne qui achète ce bien ou qui veut le transformer va se trouver devant des contraintes énormes. Parce que le ministère de la Culture a un veto par rapport à tout changement sur l'existant. Pour les cas qui sont identifiés par des associations, par la société civile ou par d'autres et qui nous alertent, nous pouvons prendre des dispositions d'urgence. Mais c'est toujours un travail du cas par cas. Alors qu'à la base, il faudrait qu'il y ait un inventaire systématique et qu'il y ait l'inscription des sites qui méritent de l'être et de les classer. Si nous prenons une dizaine d'années, et je dis bien une dizaine d'années, parce que si sur un siècle on a classé juste 400, vous croyez que bon, sur une dizaine d'années on peut le faire. Si on décide et qu'on veut mettre plus de moyens, ça sera autre chose. Avec l'intervention et la concertation avec les autorités, avec l'apport de la société civile, avec le travail qui peut être fait avec les universités également, avec des associations régionales, etc., il y a un début d'intéressement à ça. Mais nous avons un déficit abyssal, ça je vous le garantis, et ceci met à mal un certain nombre de sites, notamment dans les grandes villes où il y a des enjeux urbains, où il y a de la spéculation. Et dans ce cas-là, vous savez, à Casablanca, parfois vous avez une villa, dans certains aspects, peuvent être patrimoniaux, mais qui a été délaissée. Et puis, les propriétaires peuvent très bien la laisser se détériorer pour la détruire. S'il n'y a personne pour nous alerter et dire qu'il y a quelque chose qui est en décrépitude, et je vous dirai autre chose, un autre point faible qu'on va corriger dans les amendements à la loi qui est actuellement dans le pipe du secrétariat général du gouvernement, c'est que il y a un décalage dans la loi marocaine entre les attributions du ministère, qui, une fois qu'il a classé un bâtiment, il peut interdire tout changement. Il peut le figer. Et la capacité du propriétaire, lui qui a la propriété du bien et qui peut le vendre, mais s'il n'a pas les moyens de restaurer, lui n'a pas les moyens de restaurer, l'État n'intervient pas. On n'a pas encore un système de subventionnement ou d'intervention par des crédits d'impôt, par exemple, pour faciliter aux propriétaires qui disposent de ces biens de les aider à les restaurer pour qu'ils restent en l'état. Et donc, un peu affaiblir la rapacité, je dirais, du gain immobilier qui pourrait advenir. Alors justement, restaurer, ça coûte cher. Des fois, ça coûte beaucoup plus cher que de construire, au niveau de la restauration. Et là, ça pose un véritable problème aujourd'hui pour, voilà, si on veut préserver les patrimoines architecturaux, si on va, juste la dernière fois, j'étais dans les rues de Bensdia à Casablanca, je suis resté vraiment devant un immeuble qui était absolument magnifique, mais dans un état de délabrement incroyable. Et voilà, est-ce que ça coûte trop cher? Il faut là aussi que la société civile, il faut des mécènes, il faut des... Moi, je prends toujours l'exemple de la DERFES, qui a entamé un programme exceptionnel. C'est un peu l'aide directe
aux habitants. Il faut qu'à un certain moment, l'État mette la main à la poche, pas beaucoup, comme le cas de 238 millions de dirhams. Oui, c'est-à-dire pour la Médina de Fès, je crois que l'ADER donne aux alentours de 100 000 dirhams par maison, pas en argent, mais en matériaux de construction, plus l'assistance d'un architecte et d'un ingénieur, et ils ont commencé le travail de réhabilitation. De réhabilitation. Il faut qu'à un certain moment, l'État mette la main à la poche pour sauver certains bâtiments, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, et comme disait Silmeini, pour obliger certains propriétaires à réhabiliter, à restaurer leurs bâtiments. Il y a des textes de loi à l'étranger, et nous, on ne va pas inventer l'eau chaude. C'est-à-dire, par exemple, en France, la loi sur les copropriétés dégradées. C'est une loi qui marche bien, c'est-à-dire que le maire saisit le président du tribunal qui désigne un expert et qui... C'est-à-dire que dans d'autres pays, en Belgique, en Suisse, on a dit, on peut adapter des textes à la réalité marocaine. C'est-à-dire, alors il y a ça sur la copropriété dégradée. Il faut obliger, parfois on trouve des immeubles de centre-ville, des immeubles sur 10 étages où l'ascenseur ne fonctionne pas, où c'est vraiment impossible de rentrer dans l'immeuble à partir de 19h-20h. Donc il faudrait... il y a des mécanismes. Deuxièmement, la loi sur l'urbanisme. Moi j'estime sincèrement que le ministère de la Culture fait énormément de choses pour le patrimoine. Ça, on est en rapport presque... Avec les moyens qu'il a. Avec les moyens qu'il a. Mais non mais il faut toujours ramener ça aux moyens qui sont... Vous nous rappellerez le budget du ministère de la Culture parce que ça... On collabore ensemble toutes les semaines pour les dossiers d'inscription, pour autre chose, pour les journées du patrimoine. Mais aussi, il y a d'autres ministères. C'est le ministère de l'Urbanisme qui gère les documents d'urbanisme. Ou quand on a des plans d'aménagement où un quartier de villa passe en R+7, c'est normal que les promos... Et nous aussi, à Casa Mémoire, on se sent mal à l'aise de dire à des gens non, ce quartier doit rester... Il faut une compensation de l'État, pas seulement financière, à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a des cas, il y a une compensation par le COS. C'est-à-dire il ne va pas gagner 2000 mètres carrés sur ce terrain-là qu'on peut lui donner sur un autre site. Je voulais juste aller dans le sens de si Chakib. Aujourd'hui, le pays se développe. Alhamdoulilah, à marche forcée et l'effort est colossal. Il est à la mesure de nos moyens, mais il y a une accélération extrêmement palpable et significative du développement, de tout secteur confondu. J'ai parlé tout à l'heure d'une certaine mutation des moyens au service du patrimoine, notamment ceux de l'État. Comment peut-on estimer ou caractériser la valeur du patrimoine national? Pas de valeur. Il n'a absolument aucune valeur. Il n'a absolument aucune valeur palpable. Mais ce qui est palpable, ce qui est chiffrable, c'est l'argent que l'État, qui est l'argent du contribuable, qui sont les biens collectifs, que l'État met au service de son action infrastructurelle, les autoroutes, les aéroports, les ports, le programme Nour, toutes ces grandes œuvres magnifiques de ces 10 dernières années, et qui sont qui avoisinent tout le temps les milliards de dirhams. Comment la conscience nationale n'est pas interpellée par ce grand paradoxe qui est celui de se dire, très bien, les milliards de dirhams, c'est très important. On a toujours les gens qui réchinent un petit peu au programme du TGV, au programme des autoroutes. Ce sont des choses qui sont tout à fait banales à mon sens, parce que ce sont les éléments, les outils de l'avenir économique et sociétal. Mais à côté de cela, le patrimoine, lui, il a une valeur qu'on ne peut pas, comme je le disais à l'instant, quantifier, mais il est aussi soumis à des dangers qui sont la régression, parce qu'à un moment donné, il n'est plus possible de le réhabiliter. Il n'est plus possible de travailler dessus. La technicité, l'inventaire, toutes ces actions ne peuvent plus être menées. Et donc, à mon avis, il faut savoir raison garder et puis se soucier de manière
économiquement de manière beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus volontaire dans les moyens mis par l'État pour préserver la mémoire collective. Alors, quand bien même on reste vénaux, restons vénal, imaginons que pour moi la culture ça ne représente absolument rien. Allons sur l'argent. Lorsqu'on prend de grandes destinations touristiques, prenons Venise, prenons Paris, prenons Rome, où l'on voit que par exemple, lorsque vous voulez visiter une église, vous voulez visiter le palais des Doges à Venise, ça coûte énormément cher, mais c'est tout le temps plein et ça permet de rénover constamment. Est-ce qu'on a évalué aujourd'hui, ou est-ce qu'on envisage d'évaluer ce que pourrait rapporter en termes de visite, même d'un point de vue touristique, en termes de rayonnement culturel, en termes d'attractivité, le fait justement d'investir dans des lieux qui pourraient demain devenir des hauts lieux touristiques et engranger des recettes? Absolument. On a cette logique ou pas? Ce travail a déjà été fait. Oui. Je voudrais juste revenir sur le coût de la restauration. Le ministère a mis en place, au moins formalisé une stratégie de 2020, patrimoine 2020, et on a estimé la nécessité de travailler sur 140 projets sur 6 ans, dont le coût estimé de 4 milliards de dirhams. Versus, si vous voulez, 300 millions de dirhams du budget d'investissement du ministère, y compris le patrimoine et les infrastructures culturelles, le reste. Donc nous sommes dans un déphasage énorme entre les besoins qui ont été estimés et les moyens qui sont mis à notre disposition, et même avec l'apport des autres entités, des collectivités territoriales. Donc, mais ça reste quand même 4 milliards de dirhams qui me semble-t-il, est une somme tout à fait possible de la mobiliser dans le Maroc d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait une volonté politique d'aller de l'avant. Maintenant, pour ce qui est de la valorisation, effectivement, dans cette même stratégie 2020, nous avons considéré que l'économie du patrimoine au Maroc, et tantôt j'ai donné un chiffre de 2 millions de visiteurs avec 20 millions de recettes sur l'ensemble des sites du Maroc, avec un tarif d'accès de 10 dirhams avec la gratuité pour les jeunes, etc., et que c'était un modèle qui n'était pas viable. Tout simplement parce que les recettes qui sont engrangées ne permettent pas de couvrir ne serait-ce que les frais de gardiennage de ces sites-là. Donc, on est passé sur un autre modèle, qui était celui d'externaliser un certain nombre de prestations pour lesquelles le ministère n'en sait pas le métier. D'accord ? Valoriser passe par la communication, passe par la mise en place de supports électroniques, une billetterie, rapport avec les tours opérateurs, l'animation sur les sites. Ce ne sont pas les métiers du ministère de la Culture. Alors, et pour cela, nous avons fait des extrapolations. Nous pensons que d'ici 2020, le nombre de visiteurs peut passer de 2 à 10 millions de visiteurs. Donc, c'est très possible. Et l'idée, c'était de faire venir des sociétés qui ont l'expertise. Parce que pour gérer des sites dont le nombre de visiteurs s'élève à 500 000, 1 million, il faut quand même qu'il y ait des sociétés qui ont déjà cette expertise pour gérer ce genre d'infrastructures. Ceci a été mis sur les rails et on a pensé que pour l'ensemble des sites marocains, c'est-à-dire les grands sites, une dizaine au moins, ils pourraient bénéficier de cet apport-là. Et ce a été fait en concertation avec le ministère des Finances, et puis on a commencé à lancer les opérations. Cet effort qui a duré 1 an et demi pour la préparation de cette formule, puisque ça ne pouvait pas se faire selon le code des marchés, nous ne pouvons pas faire de gestion déléguée, l'État ne peut pas le faire. On n'est pas des collectivités territoriales. Ça ne pouvait pas se faire selon le PPP, le partenariat privé, parce que ça ne nécessite pas des investissements énormes, comme c'est le cas de la distribution de l'eau, etc. Nous avons choisi un modèle qui était, disons, sui generis, qu'on a confectionné nous-mêmes pour nous permettre d'aller de l'avant. Je pense que c'est la seule façon de mettre à niveau l'ensemble des sites majeurs du Maroc. Je parle des sites majeurs du Maroc qui vont permettre aux Marocains d'accéder avec les mêmes normes européennes les plus élevées à ces sites, d'avoir des prestations de services de très grande qualité et d'en être fiers. Ce projet-là est en cours. Et il y a eu un moment de réflexion et d'attente, mais la conviction du ministère de la Culture, c'est que
en dehors de notre métier de base, qui est celui de la préservation, de la restauration, et pour lequel nous avons l'expertise qu'il faut, nous avons le savoir-faire et nous avons une réelle expertise même internationale, parce qu'on vient nous solliciter de l'extérieur, tout ce qui ne fait pas partie de cette expertise-là, qui n'est pas notre métier, on devrait l'externaliser. Et nous sommes sur cette lancée-là, et on pense que c'est la meilleure solution pour la valorisation. Alors, dans la préservation, il y a un volet conservation. Alors la conservation, les musées. Et c'est vrai que quand on regarde la liste des musées ou quand on veut aller voir un musée, souvent quand on vend le Maroc à l'étranger, qu'on vend la destination culturelle, il y a un moment où on se dit mais quand même, ok, où est-ce qu'on va envoyer ces gens-là, ces touristes-là, découvrir le patrimoine marocain, l'histoire marocaine au niveau des musées. Et la conservation, ça passe aussi par ce qu'on découvre et ce qu'on conserve, et les objets, que ce soit les objets d'art, que ce soit ce qu'on peut découvrir dans les fouilles archéologiques. Comment c'est alimenté tout ça? Comment ces musées qui sont alimentés? Vous nous direz aussi comment sont gérés ces musées. Il y a beaucoup de musées qui vivent qui sont des musées d'ordre privé. Il y a des musées qui dépendent du ministère de la Culture, il y a des musées qui dépendent du Palais Royal. Voilà. Et comment ça fonctionne? Comment on préserve tout ce qu'on trouve? Eh bien, c'est un volet très important du débat, la conservation, et il est encore une fois lié à la connaissance, c'est-à-dire aux découvertes, en tout cas pour ce qui concerne le matériel, ce qu'on appelle le matériel archéologique. Il y a des gens, au moment où on parle là maintenant, il y a des gens qui cherchent là dans le Maroc. Il y a des archéologues marocains qui cherchent. Il y a des équipes. Oui, il y a des équipes sur le terrain. Malheureusement, ils ne sont pas très médiatisés. Les médias ne vont pas les voir. On le voir sur le terrain quand elles travaillent. Il y a des archéologues qui fouillent sur plusieurs sites. Les campagnes ne durent pas toute l'année. Il y a des périodes où ils sont sur le terrain. Très bientôt, certainement, au mois de mai, il va y avoir des équipes sur le terrain, sur un certain nombre de sites. Ce qui est découvert dans ces fouilles, c'est ce qui alimente les musées archéologiques. Il y a une autre catégorie de musées, ce sont les musées ethnographiques, qui, eux, contiennent toute la culture matérielle disons récentes, tout ce qui est tissage, bijoux, parures, manuscrits, etc. Donc il y a deux catégories de patrimoine, le patrimoine archéologique proprement dit et ce qu'on appelle le patrimoine ethnographique selon l'appellation officielle. Comment se conserve ce patrimoine? C'est une grande question. Je parlais tout à l'heure du manque de structure. Par exemple, nous n'avons pas de laboratoire de restauration. Pour conserver un patrimoine, il faut disposer d'un laboratoire de restauration. Donc, des fois, des pièces sont envoyées à l'étranger pour qu'elles puissent être restaurées ou conservées. Pour ce qui est des analyses, nous ne disposons pas également de laboratoire pour analyser les matériaux, pour dater. Il y a un seul laboratoire, celui de la gendarmerie royale à Témara, mais très souvent les archéologues, on voit, surtout quand ils travaillent dans des équipes, dans le cadre de missions mixtes avec des équipes étrangères, certains objets sont envoyés pour les datations et pour la restauration dans les laboratoires à l'étranger. Ça aussi, c'est un volet très important qui demande beaucoup d'argent, mais qui demande aussi de la formation. Ça coûte cher d'aller faire une datation au carbone 14 ailleurs. Oui, ça coûte cher et en même temps, il faut disposer des structures et du personnel. Il faut aussi disposer, parce que dans ce que je disais tout à l'heure sur les ressources humaines concerne également la conservation. Nous n'avons pas sur les métiers pointus de la conservation et de la restauration, nous n'avons pas de compétences. Et très souvent, les jeunes qu'on envoie, qui sont des lauréats de l'Institut d'archéologie, qui vont à l'étranger pour se former dans ces métiers-là, ne reviennent pas parce qu'il n'y a pas de structure au Maroc qui peuvent les accueillir et dans lesquelles ils peuvent évoluer et travailler normalement. Des fois, ils profitent malheureusement aux structures à l'étranger, à des musées ou à des laboratoires à l'extérieur. En termes d'architecture, là aussi, on peut aussi conserver dans des musées. Bon, il y a les édifices en soi, mais il y a aussi des musées qui peuvent retracer toute l'architecture. Il y a un besoin à ce niveau-là. Je crois que à côté des musées, il y a les centres d'interprétation du patrimoine. Et ces centres d'interprétation du patrimoine, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont en cours, sont appropriés à recevoir des expositions sur l'architecture, des expositions permanentes, etc.
Et je crois que c'est dans le programme du ministère de la Culture. Oui, il y a deux volets dans cette question-là. Il y a volet musée et volet centre d'interprétation. Les centres d'interprétation sont domiciliés dans les sites ou dans les villes et sont reliés, si vous voulez, aux objets qui ont été découverts, soit dans la région ou qui s'intéressent, qui présentent au moins le site lui-même ou les traces laissées par les ancêtres. Pour ce qui, nous sommes en train dans le ministère d'en créer un certain nombre. À Chella, par exemple, nous en avons fait à Tafourelt, à Sidi Abdelrahman, et ainsi de suite. Il y a un programme pour construire une vingtaine de ces CIP qu'on appelle. Maintenant, il reste les musées. Les musées se distinguent des CIP parce que c'est des lieux d'exposition. Les CIP, c'est également des lieux d'information. Alors, les musées, depuis 2011, la création de la Fondation des musées, le ministère a transféré l'ensemble des collections à la Fondation des musées, qui, elle, gère, au nom de l'État, l'ensemble des musées qui lui ont été transférés. Au niveau des collections, le Maroc dispose d'un nombre de dizaines de milliers d'objets. Contrairement à d'autres pays qui ont construit de grands musées et qui n'ont pas de collection, nous avons d'énormes collections. Et on n'a pas de musée. On n'a pas de musée. Alors, nous sommes dans ce paradoxe-là, où, grâce à la richesse du pays, des découvertes anciennes et nouvelles, j'ouvrirai une parenthèse pour dire, en termes de découvertes, vous savez, le site de Lixus à côté de l'Arrache est découvert à 10%. Il s'étend sur 40, il y a une ville sur 40 hectares en dessous. Il n'y a personne encore qui est parti continuer. La recherche va durer certainement 2 siècles pour pouvoir la faire émerger. Alors, on est dans une situation d'une richesse énorme, mais au niveau, si vous voulez, de l'exposition, au niveau de la médiation, nous avons encore de la difficulté. Les musées n'ont pas été mis à jour au niveau de leurs infrastructures, au niveau des supports de communication qu'ils devraient avoir, au niveau de la communication, pour que le public puisse y aller. Vous savez, à Rabat, vous avez le musée de Rabat où il y a des pièces uniques au monde. C'est des unicats. Nous avons des pièces à Rabat, mais je ne sais pas si les gens sont au courant que, je ne sais pas, le bus de Juba II, de Ptolémée, ils sont là. Mais il y a un effort à faire pour valoriser ces contenus-là, ces expositions-là, et les vendre également aux Marocains. Est-ce qu'on n'est pas, on arrive aux dernières minutes de l'émission, je voudrais juste revenir sur un registre général, après je vous demanderai juste de manière concrète si vous êtes en train d'essayer de sauver des édifices particuliers à Casa ou à Rabat. Il ne faut pas le changer radicalement, on en a déjà parlé ici Malini sur ce plateau, le logiciel de la culture, parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est on a du patrimoine, on a peu de moyens pour y faire face, on a un dispositif juridique qui reflète finalement la conception qu'on a de la culture. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut entre guillemets, une révolution dans la gestion de la culture, dans la transmission de la culture, de dire que la culture c'est important. On n'a pas encore mis l'importance suffisamment sur la culture. Oui, valablement, oui. Oui, je pense qu'il y a un grand paradoxe. Nous vivons un paradoxe sociétal évident entre les valeurs de ce patrimoine dans ses déclinaisons matérielles ou immatérielles, qui est d'une richesse absolue, à valeur universelle quasi unique. Le Maroc s'est trouvé dans une conjonction physique, brassé par des civilisations. Il a une palette architecturale intense qui peuvent être identifiées valablement. Il a une espèce de carte architecturale, comme il dispose d'une carte culinaire, comme il dispose d'une carte du costume. Et aujourd'hui, les choses avancent parce que notre rôle en tant que société civile, notamment, je peux oser parler pour Kazan et moi, c'est aussi d'insuffler le devoir de l'espoir, le devoir de l'avenir. Et nous sommes là pour ça. Donc, le véritable espoir, c'est le patrimoine, c'est qu'il existe, c'est qu'il y a cette réalité et la réalité de notre civilisation en mouvement. Et donc, maintenant, il faut reparamétrer la formation. La formation est un registre absolument essentiel parce que il n'y a pas que les archéologues, il n'y a pas que les architectes,
il n'y a pas que il faut aussi que les entrepreneurs soient qualifiés, soient spécialisés dans ce créneau. Dans les administrations, des gens doivent approcher ce patrimoine de manière disons, circonstanciée. Et je voulais revenir, si vous le permettez. Alors vraiment, j'ai 10 secondes à vous accorder. Très bien. Je voulais juste me permettre d'évoquer les futures journées du patrimoine de Rabat Salé, qui se déroulent du 15 au 17 avril prochain. Alors, des animations de rue, des animations de rue, c'est-à-dire ce sont des troupes artistiques qui émanent des quartiers périmétriques ou populaires de la ville de Rabat Salé. Un concert revival extrêmement intéressant, puisque nous allons réunir sur une scène les vieux groupes de rock, et ceci est une déclinaison de la mémoire matérielle, à savoir les Fingers, les Golden Hands, les Rolls, tout cela réuni sur une même scène, les frères Maigret, les frères Souissi. Vous les avez retrouvés, les Golden Hands? Oui, on a tout retrouvé. Ah, d'accord. Pas dans le même état. Je les salue. Pas dans le même état. Ils vont être contents de le savoir. Je suis obligé de vous couper. En tout cas, continuez. Les journées du patrimoine Casablanca jusqu'à dimanche et les journées du patrimoine de Rabat Salé. Avec aussi la nuit du patrimoine dans la soirée du 15 avril prochain, où on a 8 très belles conférences, des programmes de visite guidée sur l'Oudeya, sur les principaux bâtiments emblématiques de Salé, le patrimoine du siècle dernier, des parcours guidés pour les enfants. Voilà. En tout cas, j'appelle tout le monde ailleurs. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je finirai par une citation de Gandhi. Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs passées. Excellente soirée sur Média TV. La rediff à 22h40 si vous nous avez pris en route. Et je vous dis à demain.